Bonsoir à tous, ça me fait très plaisir d'être avec vous ici ce soir pour vous expliquer un petit peu mes activités de recherche, mais je ne suis vraiment pas le seul à les faire. Et donc ça parle de matière noire, la quête de l'invisible. La matière noire, j'aimerais vous montrer que c'est un problème qu'on a aujourd'hui en physique. Comme tout problème, on cherche à le résoudre. Comme tout problème, on sait définir le problème et on ne connaît pas forcément très bien la solution, mais en tout cas on cherche. Et ça fait un petit moment. Pour essayer de vous définir ce qu'est la matière noire, j'ai envie de vous montrer ce que la matière noire n'est pas. C'est peut-être un petit peu bizarre de commencer comme ça, mais vous avez ici un fond de ciel étoilé. Tous les points que vous voyez ici, ce sont des étoiles. Et au milieu, vous voyez une forme de patate informe noire. Ce n'est pas de la matière noire, c'est juste une grosse boule de gaz. Si on voit par exemple l'image avec de la lumière visible et qu'on décide d'observer maintenant la même portion du ciel avec de l'infrarouge qui n'est pas visible avec nos yeux, en fait je suis capable de traverser cette boule de gaz, je suis capable de voir au travers et donc j'en déduis que cette masse présente sur cette photo, c'est quelque chose qui interagit avec la lumière, c'est quelque chose qui est capable de bloquer la lumière. Si ça bloque la lumière, ça veut dire que c'est chargé, c'est fait d'atomes, d'électrons, de choses que l'on connaît. Ce n'est donc pas de la matière noire. Pourquoi ? Parce que quand on observe une galaxie, ici par exemple, vous avez NGC 1534 pour donner son petit nom. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à notre galaxie, où ici vous avez le centre galactique. On voit très très joliment ces bras spiraux. Ces bras sont là parce que la galaxie tourne sur elle-même. Et donc en fait, on voit les galaxies tourner. Nous, par exemple, dans cette galaxie, le Soleil serait ici. Et donc, ce qu'on est capable de faire, de voir, c'est une étoile comme la nôtre qui se déplace dans notre galaxie. Ça, c'est quelque chose que l'on observe très bien. Mais il y a un problème, c'est que les galaxies tournent trop vite. Quand je dis que les galaxies tournent trop vite, c'est que mes étudiants qui sont en licence, qui sont là, vont pouvoir l'attester. En première année de licence, on s'amuse à regarder les objets tourner les uns sur les autres. Par exemple, quand on voit la Terre tourner autour du Soleil, on est capable de peser la masse du Soleil. Et ça marche très très bien. Moi, je vais dire que c'est facile, je ne sais pas si l'avis est partagé. Eh bien, quand on va faire pareil avec une galaxie, on va être capable de voir le Soleil tourner dans la galaxie, qu'on soit dedans ou qu'on soit à l'extérieur, et donc de peser la galaxie. Le problème qu'on a, le problème de la matière noire, c'est que quand on compte toutes les étoiles qu'on voit, les planètes, le gaz, les trous noirs, et qu'on compare ça à la masse que l'on pèse, il nous manque un facteur 5 à 10. C'est-à-dire que la matière que l'on connaît ne permet pas d'expliquer l'attraction gravitationnelle d'une galaxie. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, à gauche, vous avez une simulation d'une galaxie qui tourne sur elle-même, telle que nos calculs prédisent. Et à droite, ce que l'on observe. Vous voyez qu'au cœur, les deux galaxies ont l'air de tourner à peu près à la même vitesse. Par contre, sur le bord, on voit que cette étoile, elle traîne. Par contre, ici, elle fuse. Et donc, ce qu'on voit, c'est que comme notre galaxie tourne très très vite sur elle-même, en particulier à l'extérieur, eh bien, elle devrait éjecter les étoiles qu'elle contient. Pourtant, on voit énormément de galaxies, elles sont stables, on les mesure très très bien. Eh bien, on a besoin d'une forme de colle qui permet d'expliquer que les étoiles sont toujours attachées aux galaxies. C'est bon, Nora, tu me suis ? Pour l'instant, c'est hyper clair. Ok, super. C'est pas trop noir, alors c'est pas trop sombre. Alors. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, et on a envie de se dire, si nos équations ne permettent pas d'expliquer ce qu'on voit, c'est que nos équations sont fausses. Oui, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que là, j'ai une observation qui permet de montrer qu'on a un problème et que j'en ai plein d'autres. J'aimerais vous en montrer deux ce soir pour un petit peu vous convaincre du problème. Pour essayer d'un petit peu de dater ça dans le temps, ça c'est Vera Rubin, une américaine qui a fait cette observation dans les années 70. Et si la matière noire avait été détectée jusqu'à présent, on lui aurait probablement donné le prix Nobel. L'inconvénient, c'est qu'elle est décédée au début des années 2020, et donc il faudra trouver quelqu'un d'autre pour lui donner le prix Nobel.
On a d'autres observations. Ah, j'ai oublié ça. On a ici, par exemple, je vous ai dit que les galaxies tournaient trop vite. Et bien là, par exemple, vous avez ici la première image d'une galaxie. Alors, la galaxie, vous voyez un petit peu du bruit numérique, un petit peu un truc tout bizarre. C'est ça la galaxie dont j'aimerais vous parler. Tous les points lumineux, bien définis, bien propres, eux, c'est des galaxies lointaines. Et bien, si je regarde la galaxie qui est ici, qui est diffuse, c'est une image d'une galaxie qu'on a réussi à prendre et qui ne contient pas de matière noire. Donc vous avez ici l'un des plus bels objets qui prouve que la matière noire existe, c'est parce qu'il existe un objet sans matière noire. Imaginez que mes équations soient fausses. Comment est-ce que je pourrais expliquer que cette galaxie tourne comme il faut alors qu'elle explique les galaxies dans lesquelles j'ai un problème? Donc si ma théorie marche sur cette galaxie, elle doit aussi marcher sur les autres. C'est plus facile d'ajouter un ingrédient dans un gâteau que de changer complètement la recette. Et donc, l'une des plus belles évidences qu'on a pour penser que la matière noire est sous forme de matière, c'est de chasser des galaxies sans matière noire. On en a découvert quelques-unes jusqu'à présent. À ma connaissance, on en a 5 ou 6. On y travaille, mais ça permet de montrer qu'a priori, elles pèsent dans nos équations et que c'est quelque chose que notre théorie fonctionne comme on s'y attendait. On a d'autres manières de peser l'univers. C'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais ça va donner lieu à des très très jolies photos. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'antigravitationnel. Il y a un certain Albert Einstein, ça doit peut-être un nom qui doit vous évoquer un petit peu quelque chose, qui nous a expliqué que quand on mettait une masse dans l'espace-temps, la masse déformait l'espace-temps. Alors pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'est, vous avez ici une grille blanche qui est là pour représenter l'espace-temps. Au milieu, vous avez une galaxie, quelque chose de bien lourd. Et ce qu'Einstein nous a expliqué, c'est que quand on prenait un rayon de lumière qui était émis par une étoile et que celle-ci s'approchait de cette galaxie, en fait, le rayon lumineux était dévié, il tournait. C'est un petit peu comme si vous prenez, par exemple, un drap grand, que vous le tenez à chaque extrémité. Si au milieu, vous mettez une boule de pétanque, vous allez voir la déformation due à l'espace-temps. Et ben, si j'envoie une balle de ping-pong, elle va se retrouver à tomber. Si je l'envoie suffisamment fort, elle saute. Si je l'envoie doucement, elle va se retrouver à spiraler et à être attirée gravitationnellement parlant par ma galaxie. Et bien, ce qu'Einstein nous a expliqué, c'est que ça marche très très bien pour la lumière également. Et donc, on se retrouve aujourd'hui à observer le ciel de cette façon-là. Ici, c'est exactement le même schéma, mais vous voyez qu'on va avoir un télescope puissant qui va nous permettre de regarder l'image lointaine d'un objet très lumineux. Donc ça ne va plus être une étoile, par exemple, ça va être un quasar. Le quasar va éclairer l'univers, et quand la lumière va traverser des galaxies, ou même mieux, un ensemble de galaxies, qu'on appelle un amas de galaxies, on va voir l'image de l'amas, mais on va également voir l'image du quasar qui est derrière, qui va être déformée. Si vous remarquez ici, on a 5 visions du même quasar qui est derrière. On va également avoir ce qu'on appelle des arcs gravitationnels, des déformations des objets distants qui vont être déformés par ce qu'on a au milieu. En 2 mots, on a une balance. Grâce à des objets qui sont derrière et que l'on voit, je suis capable de peser l'objet qui est au milieu. Et bien, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que cette mesure est complètement indépendante de celle de la rotation des galaxies. Comme toute mesure, on peut avoir des erreurs, ouais, mais là on a une nouvelle mesure qui nous indique que quand on va peser l'amas qui va être au milieu, et ben on va avoir le même problème. Vous avez par exemple ici une image de l'amas d'Abel 2218. Vous voyez la quantité d'arcs qu'on a ici un petit peu partout. Tous les gros points que vous avez ici, ce sont des galaxies qui sont proches les unes des autres. Et quand je vais peser cet amas, eh ben je vais m'apercevoir qu'il est beaucoup plus lourd que ce que j'observe. Ce qui est bien quand on fait de l'astronomie, c'est qu'on trouve des amas de galaxies un petit peu sympas, où on voit très très bien les arcs gravitationnels aussi. Eh bien, cette mesure au niveau des amas de galaxies, elle a été mise en évidence par un certain Zwicky, qui dans les années 1930, donc on est quasiment il y a un siècle, a mis en évidence le fait que les amas de galaxies étaient trop lourds. Mais on va dire qu'il avait une personnalité, je ne suis pas sûr que vous l'auriez invité à la Nuit blanche des chercheurs, par exemple. Et donc ces travaux ont été complètement oubliés pendant une quarantaine d'années.
Et c'est seulement dans les années 70, quand Vera Rubin a eu ce problème, qu'on a réussi à joindre les problématiques. Et donc, il fallait bien une femme pour améliorer, pour poser le problème sur la table et nous aider à avancer. Et donc, de cette façon-là, on a commencé à se dire, il y a quelque chose de gros qu'on ne peut pas laisser passer, il va falloir aller le mesurer. Et c'est pour ça que dans les années 80, il y a à peu près 40 ans, on a commencé à essayer de détecter la matière noire, maintenant que le problème était bien connu, bien observé. Vous avez ici, pour essayer de vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe, une vue en 3D de l'univers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, mais l'univers, quand on l'observe, normalement, on voit des étoiles devant nous, on n'arrive pas à mesurer cette troisième dimension. Grâce à la technique de l'antigravitationnel, on est capable aujourd'hui de faire des cartes en 3D de la matière noire. Donc j'aimerais juste vous montrer, vous expliquer qu'on est convaincu qu'il y a un problème. On est convaincu d'avoir des idées pour la solution. Est-ce que c'est la bonne ? On verra ce que l'univers justement nous réserve dans ce genre de cas-là. Alors si j'essaye de résumer un petit peu ce qu'on a ici, c'est que on a ici une image de l'univers, et en fait de la vie de l'univers, où au départ, ici, on a le Big Bang, qui est en train de nous expliquer que l'univers est né. Et nous, on est à peu près ici, 13,7 milliards d'années plus tard. On est dans un domaine où tout est bien joli, on a des galaxies, des étoiles, et plus on va remonter plus on va observer loin, plus on va être capable de remonter dans le temps pour voir ce qui se passe. Et l'une des choses absolument extraordinaires avec ce problème de la matière noire, c'est quel que soit l'endroit dans le passé où l'on regarde, on voit de la matière noire. Donc on a envie de se dire que la matière noire est là depuis le début. Il y a beaucoup de raisons pour le penser, et donc on dirait par exemple, l'une des propriétés que l'on connaît sur la matière noire, c'est qu'a priori elle est stable, elle est là depuis le début de l'univers. A priori, elle est neutre électriquement, parce que sinon on la verrait. Elle serait capable soit d'émettre de la lumière, soit de refléter de la lumière. Et ça, c'est quelque chose que par définition, on ne voit pas. Et donc, j'aime assez bien cette représentation de la NASA, qui nous explique notre compréhension de l'univers à grande échelle. Vous imaginez grosso modo que chacun des bonbons qui est ici correspond à une galaxie, avec ses étoiles et ses planètes. Et tout ça, ça baigne dans un ensemble de matière noire que l'on n'est pas capable d'observer aujourd'hui. Si on veut quantifier les choses, vous remarquez que la matière noire est beaucoup plus abondante que la matière ordinaire. Donc c'est comme si aujourd'hui, il y avait un éléphant qui passait au milieu de la pièce et qu'on ne le voyait pas. C'est exactement ça le genre de problème qu'on est en train de chasser. On ne chasse pas les éléphants, cette époque-là est révolue, mais on essaye de chercher d'autres choses extrêmement grosses. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que pour comprendre ce que c'est la matière noire, on va essayer de comprendre de quoi est fait notre univers. On va avoir ici une vision simplifiée de la matière. Je sais que tout à l'heure, il y en a qui ont parlé de bactéries. On va parler de choses qui vont être plus petites, de molécules. Les molécules sont faites d'atomes. On va avoir un noyau avec des électrons qui tournent autour. Mais ça, c'est encore beaucoup trop gros pour nous. On va avoir à l'intérieur de l'atome un noyau qui va être composé de protons ou de neutrons. Et à l'intérieur des protons, on va avoir des constituants élémentaires. Donc là, je vous parle de l'infiniment petit. Parce que quand je regarde une galaxie, je vois des étoiles, je vois plein de choses qui brillent, on sait que c'est fait d'atomes. Donc ce qu'on voit, c'est que l'infiniment petit explique l'infiniment grand. Et pour la matière noire, on a de très fortes raisons de penser que cette matière noire est aussi faite de particules fondamentales. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé parmi les particules fondamentales qu'on avait à notre disposition, les quarks, qui permettent de constituer les noyaux d'atomes, les électrons dans leur version, les neutrinos, qui sont là aussi pour expliquer ce qu'on comprend de la matière. On a essayé de regarder si, parmi ces particules, il n'y en avait pas qu'on connaissait pour expliquer la matière noire. On s'aperçoit que ça ne marche pas. On sait aussi, par exemple, qu'en plus de ces particules fondamentales, il existe la version miroir, qu'on appelle l'antimatière. Mais dans ce que je vais dire moi aujourd'hui, matière, antimatière sont des choses très similaires, trop similaires. En particulier,
Toutes les particules qui sont autour sont chargées, elles ne vont donc pas convenir à la matière noire. Le neutrino, ici, va être trop léger pour observer ce qu'on a. Bref, on a besoin de quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, on va l'appeler WIMP. WIMP, ça veut dire Weakly Interacting Massive Particle, ou si vous préférez, particules massives interagissant faiblement. Une particule massive, vous imaginez quelque chose de balèze. Si un proton vaut 1 dans son unité, le WIMP va valoir 100 ou 1000 fois plus. Donc on est vraiment sur une particule qui est extrêmement légère. Moi, je vous propose de la représenter comme ça, avec une petite boule verte, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on va être capable de chasser cette particule. Nora, tu suis toujours ? Je suis subjuguée. Bon. Eh bien, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une partie de billard. Ça, je suis nulle. Moi aussi, mais j'ai pas le droit de le dire ce soir. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on va avoir des atomes de xénon. Pourquoi du xénon ? Parce que c'est l'élément chimique avec lequel on travaille et avec qui ça marche très très bien. On va supposer qu'on va avoir une table de billard avec toutes les boules de couleur qui sont devant nous. Et on va supposer un instant qu'on ne va pas voir la boule blanche. Je pense que si vous avez à peu près suivi, la matière noire représentée ici en vert est difficile à voir. Donc je vais imaginer que ma boule blanche sur mon billard est invisible. Si je regarde mes atomes de xénon, il va se passer quelque chose quand le WIMP va taper dedans. Donc je vais voir mes boules en mouvement si une particule a tapé dessus. Et donc le but du jeu, ça va être de comprendre pourquoi des atomes de xénon se sont mis en mouvement. C'est ça. Je finis pas ma phrase parce qu'on a envie de dire oui, on essaye de regarder pourquoi des atomes de xénon se mettent en mouvement. Et là, ce qu'on a envie de se dire, oui, mais des choses qui vont taper sur le xénon, il y en a plein. Oui, des particules, il y en a plein autour de nous. Il y a plein de choses radioactives qui vont être capables de mettre en mouvement le xénon. Pourquoi je parle de radioactivité ? Parce que la radioactivité, il y en a partout. Vous, moi, cette table, tout le monde est radioactif ici. J'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous êtes en bonne santé, parce que vous mangez des fruits et des légumes. C'est le cas, hein ? Oui. On fait un sondage ? Dans la conférence suivante, si tu veux. Et donc, si vous êtes en bonne santé, ça veut dire que chaque seconde, votre corps émet à peu près 8000 désintégrations chaque seconde. 8000. C'est pas dangereux, hein, vous êtes en bonne santé, ça se passe bien, mais on vit avec cette radioactivité-là. Imaginez que maintenant, je me retrouve à jeter 8000 balles blanches sur mon billard chaque seconde. Ça va bouger dans tous les sens, je vais être capable de rien voir. Et surtout, cette radioactivité, je la connais. Elle est faite de particules que je connais déjà. Ce n'est donc pas la matière noire. Et donc, on s'est dit que... j'avais oublié ça. Et donc, l'idée, pour expliquer comment la matière noire existe, c'est qu'on... Excusez-moi, je n'arrive pas à revenir en arrière. Voilà. C'est qu'on va dire qu'il y a une particule qui va rentrer dans notre détecteur, qui va taper le xénon liquide. Donc ici, vous avez une cuve de xénon. Et en fait, quand le xénon est dérangé, il est suffisamment sympa pour nous le dire, mais gentiment. Il va émettre un flash de lumière. Donc pour ça, on va être capable de voir la lumière avec un appareil photo super sensible. Et va aussi être capable de lâcher, de libérer des électrons. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien en physique, parce que des électrons qui se déplacent, hop, ça crée un courant électrique. Et donc un courant électrique, on va être capable de le détecter. Quand les électrons vont arriver en haut, on va à nouveau les faire émettre de la lumière. Et donc, comme on a des détecteurs super sensibles en haut et en bas, on va être capable de voir le xénon qui tape, à quel moment, à quel endroit, de voir les électrons qui se déplacent, et donc d'avoir un double signal de détection de la matière noire. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon environnement, il y a plein de particules radioactives. Donc imaginez que je mette mon détecteur ici dans cette salle, je verrai en permanence de la lumière, des électrons, et donc je n'y arriverai pas. Pour ça, on a eu l'idée d'aller dans un endroit très sexy qui est l'Italie. Vous reconnaissez la botte. On est au milieu des Abruzzes. Je vous ai parlé d'endroits sexy. On est sous 1400 mètres de roche à l'intérieur d'un tunnel autoroutier. Pour observer l'univers, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour observer l'univers,
je me mets sous une montagne. Pourquoi une montagne? Parce que je veux me blinder, je veux me cacher de l'activité humaine qui va déranger mon billard, mais également de l'activité cosmique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'observer les rayons cosmiques, les aurores boréales qu'il y a eu à Nantes il y a peu de temps, il y a 2 semaines à peu près. Bon, ça, on a une photo qui vient un peu plus au nord. Ça, c'est une aurore boréale verte, où en fait, on a des électrons qui sont envoyés par le Soleil, qui vont taper sur notre atmosphère et qui vont nous faire un phénomène absolument grandiose. C'est très beau, mais moi, ça m'embête pour ce que je veux faire pour la matière noire. Et donc, se mettre sous une montagne, ça me permet de m'affranchir de ces choses-là et de plein d'autres choses. Comme cette radioactivité, comme ces particules, elles peuvent venir de l'espace, comme elles peuvent venir de la Terre. On a par exemple ici un instrument, et j'aimerais commencer à vous montrer que ici j'ai un instrument, j'ai une cuve, un cylindre qui est vu par le haut. Et vous remarquez qu'on l'a immergé dans une piscine d'eau qui fait 10 mètres de haut et qui fait 10 mètres de diamètre. Pourquoi? Parce que mon expérience, comme je vous le dis, elle est dans une montagne, mais la montagne aussi est radioactive. Et donc pour essayer de comprendre ça, vous avez ici une photo d'un bâtiment de 3 étages, vous les voyez sur la droite, qui est installé sous une montagne, dans un tunnel autoroutier, en Italie. Le cœur de la détection, ça va être ce qui va être ici. La cuve que je vous ai montrée tout à l'heure, elle est là, elle fait à peu près 1,50 m de haut, elle fait à peu près 1,50 m de diamètre, et elle contient 8 tonnes de xénon liquide. On va l'entourer de matériel peu radioactif, on va l'entourer d'eau pour essayer de s'affranchir de toutes les particules intéressantes, mais que l'on connaît déjà, donc qui ne vont pas nous intéresser ici. Et à côté, vous avez un bâtiment de 3 étages, avec par exemple la cryogénie pour rendre le xénon liquide, ou une salle de réunion sous 1700 mètres de roche dans un tunnel autoroutier. Bref, vous avez vu là où je voulais en venir. Et donc, tous ces travaux, on les fait, je ne suis pas du tout le seul, moi je suis ici avec une belle écharpe rouge, on est 200 personnes, vous avez ici une vue de la collaboration xénon, comme le xénon liquide, qui permet de chasser cette matière noire. Comme je vous l'ai dit, la bonne nouvelle, c'est qu'on cherche, on travaille, on avance, on a fait plein de découvertes en cours de route avec notre instrument, on n'a juste pas encore réussi à mettre la main sur la matière noire. Je pourrais vous montrer les résultats, ce sera aujourd'hui un écran tout noir, sans mauvais jeu de mots. On la cherche, on ne l'a pas encore vue, on sait que le problème est là, j'espère vous avoir convaincu pour ça. On sait que notre instrument marche très bien, on ne sait pas juste aujourd'hui ce que l'univers nous a réservé et qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir derrière. Alors pour un petit peu faire le bilan de toute cette recherche et de ce que ça peut nous amener, j'aimerais juste vous montrer en 2 mots que les instruments sur lesquels on travaille aujourd'hui cherchent à chasser la matière noire, effectivement, mais vont également nous permettre d'être des observatoires pour un ensemble de domaines de la physique, comme les détections de supernovas, l'étude du Soleil ou les rayons cosmiques, mais également d'installer, de développer de la technologie pour justement mesurer la radioactivité, pour aider les médecins à faire leur diagnostic. Et par exemple, ici à droite, vous avez un instrument qui est développé par Subatech, par l'équipe dans laquelle je travaille, qui est en train de s'installer au CHU de Nantes pour essayer d'aider les médecins dans le diagnostic de cellules du cancer. Je vous propose qu'on s'arrête à peu près ici. Je vois que vous avez été très sage, mais maintenant, c'est le moment de passer aux questions, seulement si vous en avez. Je suis sûre qu'il y en a plein. Parce que moi déjà, merci beaucoup. Mais Julien, c'est incroyable. Parce qu'alors vraiment, moi j'ai fait littéraire, quoi. Et pourtant j'ai tout compris. C'est dire à quel point tu as un sens de la pédagogie incroyable. J'irai en discuter avec mes étudiants, on en rediscutera après autour d'un verre, je te propose. Mais imagine que tu la trouves. Ouais. Vous finissez par la trouver. On fait la fête. Alors ça, c'est certain. Et d'ailleurs, quand on la cherche, parce que quand on fait des campagnes de mesure, ouais, ça dure plusieurs années. Donc le jour où on ouvre la boîte de Pandore, parce qu'on essaye de regarder... En fait, il y a plein de manières de se tromper pour la chercher. Et donc pour pouvoir être sûr qu'on ne s'est pas trompé, en fait, on va cacher nos données à nous-mêmes. On va vérifier que l'instrument fonctionne. Et ensuite, on va se dire, voilà, à cet endroit-là, on s'attend de voir la matière noire. Et bien le jour où on ouvre ça, on fait la fête.
Bon, jusqu'à présent, on n'a pas ouvert le champagne, mais Bah ouais, bref, mais c'était sympa quand même. qu'est-ce que ça va permettre de découvrir? 85% de l'univers. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, on n'en connaît vraiment que 15%. C'est la boîte de bonbons, vraiment? Ouais, complètement. Complètement. Et là encore, c'est dans une version où je ne te parle que de la matière qui contient l'univers. Tu sais, je t'ai parlé d'Albert Einstein. Oui, E égale MC2. oui. Ouais, ça te parle. Bah, je J'ai pas connais dit la que tu me formule, je l'expliques. sais pas du tout ce que ça veut dire. Bah, mais... E égale MC2, ça veut dire l'énergie, c'est égal à de la masse Mhm. fois une constante. La masse, tu vois ce que c'est? L'énergie, c'est un truc dont tu as déjà entendu parler. Et ben, ce qu'on est capable de faire quand on observe l'univers, c'est de mesurer l'énergie que contient l'univers. Certaines énergies sont sous forme de masse et certaines énergies sont sous d'autres formes. Ben, la matière, ça correspond à 30% de l'énergie de l'univers. Donc il reste un 70%. Si je te dis que ça s'appelle de l'énergie noire, est-ce que j'ai besoin de t'expliquer notre compréhension du phénomène ou de nous dire que on y travaille? Mhm. Waouh. Chers amis, je suis sûre que vous avez des questions. Ah, monsieur devant, est-ce qu'il y en a là-haut? Oui, il y en a là-haut aussi. On va prendre une salve. Hop. Bonsoir. Bonsoir. On commence par le haut. Donc petite question, donc de ce que j'ai compris, la matière noire, elle a une masse, puisque du coup elle interagit avec la matière classique. Normalement, de ce que j'ai compris, le boson de Higgs, c'est ça qui donne la masse aux choses. Est-ce que ça veut dire que la matière noire a une masse, mais qu'elle n'a pas de boson de Higgs? Non. Merci. Alors, moi, que j'ai certaines personnes veulent que absolument rien compris. Non, mais tu sais, c'est les gens qui connaissent le domaine. En fait, je lui ai posé la question avant de venir. Ah, Comme on l'a... Est-ce que ça marche avant? Ouais. Comme je vous ai montré un petit tableau avec tout un tas de particules moi à j'ai vu que le l'intérieur. boson de Higgs, il était au milieu, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça y est. Le boson de Higgs, en fait, c'est la dernière nouvelle particule qu'on a détectée. C'est le fameux H qui est ici. Et c'était un moment de faire une grande fête, justement. Ça a été découvert par le CERN en 2012. Et donc, c'est vraiment une particule qui explique pourquoi tout le reste a une masse. Alors, c'est super bizarre. En fait, une masse d'une particule n'existe pas toute seule. La masse existe parce qu'elle discute avec le boson de Higgs. Ouais. Et en fait, comme la particule se déplace, pour faire le boson de Higgs va la tirer, va la traîner, et le fait que ça la ralentit, c'est pas exact. Explique le fait qu'elle a une masse. La masse, en fait, c'est de l'inertie. J'ai du mal à déplacer quelque chose, et donc c'est une masse. Donc si une particule interagit avec le boson de Higgs, elle a de l'inertie, elle a une masse. Donc oui, la matière noire a une masse, donc la matière noire discute avec le boson de Higgs. C'est plus clair? Merci pour cette question. Incroyable. On a des physiciens partout ce soir. Monsieur, et il doit y avoir d'autres salles, mais je vois pas bien. Il y en a une là-bas aussi. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous manquez dans votre recherche d'outils mathématiques ou bien est-ce que ça n'a rien à voir? On manque Merci. d'outils mathématiques, on en a plein. Aujourd'hui, quand je vais vraiment me retrouver à peser des objets, et je vais utiliser de la, les lois de la gravitation, les lois de la gravitation de Newton, quand je vais prendre des objets à grande échelle qui sont pas trop lourds ou trop rapides, ou je vais utiliser la relativité générale quand je parle de l'antigravitationnel. On ne sait pas tout. Par contre, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que la relativité générale marche extrêmement bien. On a fait une autre découverte top il n'y a pas longtemps, c'est les ondes gravitationnelles. On a vu en fait que quand il y avait deux objets très très lourds qui s'effondraient les uns sur les autres, des trous noirs, des trucs vraiment, vraiment balèzes, et ben l'univers se retrouvait à osciller, l'espace-temps se retrouve à osciller. Et ça, c'est Einstein qui nous l'avait prédit il y a 100 ans, on le voit, donc on a envie de se dire que la théorie, elle est pas mal. Donc
Les outils mathématiques, je ne sais pas si on a les bons, je ne sais pas de quoi est fait l'univers. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a une théorie qui marche très bien, qui nous explique très bien ce qui se passe et qu'on n'arrive pas à mettre en défaut, en fait. Donc aujourd'hui, à choisir, est-ce que j'ai un problème dans mes calculs ou pas, tout nous démontre qu'on n'arrive pas à trouver de théorie qui arriverait à expliquer ce qu'on observe. Ce qui veut dire que vous êtes encore en train de valider une théorie qui a 100 ans, qui était basée sur des calculs, et aujourd'hui, vous la validez presque physiquement. Complètement. Une théorie mathématique, Ouais. une théorie physique, c'est une idée de quelqu'un, et l'idée, c'est est-ce que ça répond aux observations? Une bonne théorie valide les observations. Et justement, comment est-ce qu'on est passé de la théorie, par exemple, de Newton, celui qui se prend la tête sur la pomme, à Einstein? Einstein s'est dit, dans certains cas, je m'aperçois que c'est flou, et donc il va essayer de proposer des idées pour pouvoir y arriver. L'une des premières raisons qui ont motivé la relativité générale, c'est que quand on regarde les planètes tourner autour du Soleil, j'y reviens toujours, Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil. Et on savait très très bien au 19e siècle que Mercure tournait trop vite autour du Soleil. 1/4 de seconde par siècle. Le genre de truc que tu peux pas rater. Ouais. Tu n'es jamais en retard, on est d'accord? Tout le temps. Bon. Donc c'est peut-être pour ça le sujet. Eh bien, Einstein a dit, avec ma nouvelle théorie, je suis capable d'expliquer ça simplement. Et il a été capable d'expliquer plein d'autres trucs. Et donc on s'est dit, une théorie qui explique plein de choses qu'on comprenait mal, on va trouver ça extrêmement intéressant. Aujourd'hui, dans ce problème, on n'arrive pas à trouver de théorie qui nous satisfasse. Donc on pense que c'est un nouvel ingrédient qui va arriver. Et on n'a pas le nouveau Einstein encore, c'est ça? Si. Ah bah oui, toi. Oh. Évidemment. On continue. Il y a quelqu'un qui a le micro par là-bas. Ouais. Oh là, c'est fort. Salut, merci. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que on est un peu comme des poissons dans l'eau? T'es un poisson, t'es dans l'eau, tu sors pas de l'eau, il y a de l'eau partout. Donc en fait, tu sais même pas que l'eau ça existe parce qu'il y a que l'eau. Ah ouais. Donc tu penses que c'est vide, mais en fait l'eau est partout. C'est peut-être toi qui viens de l'expliquer, c'est toi qui as fait littéraire. Hein. Oui, mais moi j'ai compris là. Ah. Ouais. C'est qu'en fait, du coup, comme tu es immergé dans un environnement dont tu es une partie intégrante, tu n'as pas conscience de cet environnement. C'est ce que je comprends. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, enfin, Oui, justement. J'essaye de faire les sous-titres. Hein. Justement, pour moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on baigne dans ce halo, dans cet ensemble de matière noire. Donc oui, c'est exactement ça que je cherche. J'aime bien faire l'analogie avec l'air qui est dans cette pièce. On a de l'air, on baigne dedans. Pourtant, on est capable de le mettre en évidence. Il faut faire la bonne expérience chimique ou la bonne expérience physique. En déplaçant sa main, on est capable de le sentir. Donc, j'y vois pas de problème, moi, par rapport à tout ça. Et pourquoi vous appelez tout noir, du coup? Trou noir, matière noire? Les rayons X, ça te parle? Ouais. X, c'est l'inconnu en mathématiques. Oui. Donc, les rayons inconnus. Oui. Donc, quand on les a vus, on ne savait pas ce que c'était. Oui. Et le nom est resté. D'accord. Et donc, noir, c'est pareil? Noir, c'est un truc qu'on ne voit pas. D'accord. C'est aussi bête que ça. Comme Merci. quoi. Non, mais... Non, mais c'est bon, merci. Est-ce qu'on a une dernière question? Je ne sais pas où est le micro. Bonsoir, au milieu. Là-bas. Levez la main, hop. Oui. Ça arrive. Attendez, je vais peut-être me mettre là. Oui, bonsoir. Et il y en a deux. Ah, il y en a là aussi. Bonjour, je vous vois Bonjour. Oui, j'avais juste une question par rapport à. Comment dire? Au niveau de la temporalité de la matière noire, vous avez dit qu'elle était là depuis le Big Bang. Oui. Et qu'elle est plutôt stable. Oui. Je me demandais si. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être là même avant le Big Bang? J'ai du mal à imaginer même quelque chose avant le Big Bang. Moi aussi. Okay. En fait, en physique, quand on explique le temps, l'idée d'être à l'heure, on dit qu'on a un moment où le temps a démarré. Donc si tu préfères, aujourd'hui, je peux dire la journée a démarré à minuit. Qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui avant minuit? Rien, puisqu'aujourd'hui n'existait pas. Alors on peut dire que c'est une question philosophique pour essayer de contourner le problème et toutes ces choses-là. On a inventé avant Jésus-Christ, donc c'est bien que le temps peut démarrer avant. Ouais, mais c'est juste qu'on a changé le calendrier, on a déplacé le zéro. D'accord.
Là, on a un zéro qui est un peu plus fort, un peu plus physique, un peu plus fondamental. Et bien de cette manière-là, on se pose la question de savoir ce qui se passe le plus tôt possible. Aujourd'hui, on estime qu'on serait capable d'expliquer ce qui s'est passé. Le Big Bang est 10-43 secondes après. Avant le Big Bang, pour nous, et ce n'est pas une non-question, c'est juste on ne le comprend pas, ça n'a pas de sens. L'univers a démarré à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des choses qui existaient avant ? Aujourd'hui, c'est de la science-fiction. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, ça veut dire que nous n'avons pas les outils pour y répondre de manière scientifique. Donc, je ne sais pas si ça va convenir comme réponse. C'est parfait. Et on prend la dernière, je crois que c'est au milieu. Oui, bonjour. Bonjour. C'est il y a quelques mois ou années, je ne sais plus trop, on avait entendu parler d'un bateau ancien, très ancien, antique, qui contenait du plomb. Du plomb archéologique, oui. Et on avait entendu qu'il y servait justement pour, à l'intérieur de montagnes, faire des recherches scientifiques. Et je me demandais si c'était ça. Alors, c'est pas moi, c'est des collègues. C'est facile de dire c'est pas moi. Je vais juste reprendre une petite photo. Hop. Je vous ai dit ici, dans mon expérience, ici à cet endroit-là, je cherche à avoir quelque chose de propre, mais propre dans le sens non radioactif. Et donc, ce qu'on va faire autour de notre xénon, c'est qu'on va, nous, en particulier, utiliser du cuivre, parce que le cuivre, c'est particulièrement propre. L'avantage du plomb, c'est que c'est un métal dense qui est capable d'arrêter la radioactivité de manière extrêmement efficace. Le problème du plomb, c'est qu'il est radioactif. Je sais, je me répète. L'avantage d'utiliser un plomb archéologique, donc typiquement qui venait d'anciennes galères romaines, c'est qu'il a été extrait des mines il y a 2000 ans. Il est sous l'eau. Vous voyez, ma cuve d'eau, elle fait, ma cuve d'eau, elle fait 10 mètres. Là, on est sur quelque chose qui est, grosso modo, 1000 mètres sous l'eau. Donc, il a été protégé des rayons cosmiques pendant 2000 ans. Donc, il a eu le temps de se désintégrer. Il est particulièrement propre au niveau radioactif. Et donc, quand on va le coller à notre expérience, il ne va pas nous amener du bruit de fond. Alors, j'aimerais tout de suite rassurer les archéologues, c'est que quand on fait des découvertes comme ça, les premiers à aller travailler avec ce plomb, c'est les archéologues qui vont faire des relevés, qui vont prendre des photos, qui vont noter ce qu'il y a. Et au bout d'un moment, ils se disent le plomb, c'est quand même un petit peu lourd à stocker. Et c'est là que les physiciens arrivent. Et les physiciens des particules arrivent en disant ça a beaucoup de valeur pour nous. Et donc, on a fondu le plomb pour pouvoir emballer nos détecteurs de cette manière-là. Oui, c'est vrai. L'expérience qu'il a utilisée est installée entre la France et l'Italie à l'intérieur du tunnel de Modane, par exemple. C'est encore un tunnel autoroutier, mais on est dans un environnement... Oui, on a fait de la physique avec du plomb archéologique, c'est exact. Et il ne récupère pas, du coup, une fois qu'il est retourné à l'air libre, il ne redevient pas radioactif ? On se dépêche de le mettre sous notre montagne. C'est incroyable, la physique. C'est vraiment... Je voudrais, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Julien Masbou, qui a fait de nous des gens bien plus intelligents ce soir.